C'est l'actualité, chers téléspectateurs, qui va déterminer aujourd'hui le choix de la question que je me propose d'aborder. Il y a quelque temps, on a vu les difficultés dans lesquelles s'est opérée la transition présidentielle aux États-Unis. Tout cela a conduit à poser un certain nombre de questions quant à ce que serait la politique du nouveau président Biden, de manière plus générale, à se poser des questions sur la géopolitique états-unienne prise dans son ensemble et dans la longue durée. Et dans ce contexte, je crus qu'il était intéressant de revenir sur un concept tout à fait déterminant dans l'histoire américaine, c'est celui de destinée manifeste. Destinée manifeste dont il est intéressant d'aborder la signification, la généalogie de cette notion et son évolution au fil du temps. Elle s'inscrit dans un messianisme politique et moral propre aux Américains, propre aux États-Unis. Elle s'est exprimée sous des formes diverses, à travers, par exemple, le projet wilsonien à l'issue de la Première Guerre mondiale, à travers les tentatives de Bill Clinton de contribuer à la création d'un monde pacifié, relais pris ensuite par Barack Obama. Entre-temps, c'est plutôt sous la forme du hard power, du gendarme du monde, que sous George W. Bush, l'Amérique avait exprimé cette destinée manifeste. Alors ce terme, d'où vient-il ? Eh bien, il est utilisé pour la première fois en août 1845 par un journaliste démocrate, John O'Sullivan. Il s'agit en fait, dans l'esprit de cet auteur, de ce journaliste, de légitimer la guerre à venir contre le Mexique, une guerre qui durera de 1846 à 1848. Et que nous dit-il, ce John O'Sullivan ? Notre destinée manifeste consiste à nous étendre sur tout le continent que nous a alloué la Providence pour le libre développement de nos millions d'habitants qui se multiplient chaque année. Donc on le voit, il exprime là une vision en quelque sorte continentale de la puissance américaine. Quelques années plus tôt, en 1823, le président Monroe avait demandé aux Européens de se désintéresser du Nouveau Monde. Et bien là, maintenant, les États-Unis, première puissance de ce Nouveau Monde, entendent maintenant affirmer leurs droits quant à la possibilité de s'étendre dans l'hémisphère occidental du globe. Le même Joe O'Sullivan va récidiver 40 ans plus tard, en 1885, il va parler alors d'une nouvelle destinée manifeste. Et alors là, on va beaucoup plus loin, on précise, il s'agit de revendiquer pour les États-Unis et la race anglaise la domination sur les pays barbares. On dira aussi les pays séniles pour évoquer ceux de la vieille Europe. L'historien John Fiske confirme avec un ouvrage qui sort à peu près au même moment et intitulé Destinée manifeste. Tout ça, ça se situe dans les années 1880, donc juste avant la phase d'expansion impérialiste qui va connaître son apogée avec la guerre contre l'Espagne de 1898. C'est l'époque aussi où l'amiral américain Mahan théorise l'importance de la puissance navale pour garantir l'hégémonie à une grande puissance. Un siècle plus tard, nous allons retrouver ce thème sous des formes et parfois avec un vocabulaire différent. L'Empire bienveillant de George Bush père, la nation indispensable de Madeleine Albright, secrétaire d'État de Bill Clinton. Tout cela fait écho à cette fameuse destinée manifeste formulée au XIXe siècle, qui constitue donc un élément important, un élément décisif même de ce que l'on peut appeler l'idéologie américaine ou l'exceptionnalisme américain. Alors,
il faut replacer tout cela dans le récit national états-unien pour bien cerner à quelle vision politique, philosophique, morale correspond cette notion de destinée manifeste qui a en fait une véritable dimension anthropologique fondée sur un sentiment de supériorité combiné à la conviction que l'Amérique est dans le camp du bien. Nous allons donc essayer d'aborder la genèse, ce qu'a été la genèse de cette vision des choses, et pour cela il faut repartir dans un passé assez lointain, analyser les sermons religieux ou les discours politiques que l'on peut découvrir en fait dès le XVIIe siècle et qui ont contribué à la formation de la représentation que les Américains se font de leur histoire. Des Américains qui ne sont pas toujours parfaitement conscients de l'origine de leurs préjugés et de leurs réactions, mais il n'empêche que cette destinée manifeste, c'est une constante qui réapparaît dans beaucoup de discours et qui commande beaucoup de comportements ou de décisions politiques. Alors, la nation américaine, comment s'est-elle constituée? La guerre d'indépendance, bien sûr, de 1776-1783. Ensuite, le conflit entre libéraux et fédéralistes, avec à l'issue la Constitution de 1787. Et puis en 1800, l'élection du démocrate Jefferson. La deuxième guerre d'indépendance de 1812-1815 contre l'Angleterre. C'est dans ce contexte que se forme progressivement un imaginaire commun que se construit un sentiment national, une représentation collective d'une destinée commune pour les Américains. Quels sont les éléments de cette vision commune? D'abord, l'idée de la souveraineté du peuple qui s'affirme contre l'ennemi extérieur. L'ennemi extérieur, bien sûr, c'est l'anglais au départ. Et puis également, l'existence d'une identité idéologique et politique bien particulière qui s'exprime dans la Constitution fondatrice des États-Unis, dans le droit fil de l'héritage de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, dans le droit fil de la logique rousseauiste du contrat social. Mais également, il faut tenir compte de l'affirmation d'une différence américaine, différence vis-à-vis des Britanniques, bien sûr, l'ennemi extérieur initial, vis-à-vis des Noirs, qui sont là mais qui ne sont pas invités à participer en quelque sorte au corps politique américain, pour ne rien dire des autochtones amérindiens qui sont ignorés ou considérés comme hostiles. Dans ce contexte-là, il faut à cette Amérique nouvelle un certain nombre de mythes fondateurs, de références communes, tout cela pour bâtir, je le disais, une idéologie nationale, un imaginaire collectif indispensable pour faire nation, pour reprendre une expression à la mode. Alors, d'abord, ces mythes fondateurs, quels sont-ils? D'abord, c'est la rupture avec l'Angleterre, bien sûr, mais au-delà, rupture avec l'Europe. Ensuite, c'est l'isolement. L'isolement assuré par les immensités de l'Atlantique et également par l'immensité du territoire américain. L'idée aussi qu'il s'agit dans ce nouveau monde de recréer un monde tout à fait différent, un monde nouveau, en commençant une nouvelle histoire. Et dès le départ, il y a une analogie qui s'impose avec l'exode biblique des Hébreux et une assimilation à l'ancien Israël pour cette société nouvelle bâtie outre-Atlantique. Alors, de là, bien sûr, l'idée d'une intervention providentielle, l'idée que c'est la volonté divine qui a voulu que l'Amérique se retrouve donc dans cette situation avec des habitants qui vont constituer en quelque sorte le nouveau peuple élu. Une dimension donc religieuse au départ très importante. On sort de l'histoire, on sort du monde géographique de l'Europe, on arrive dans un nouveau monde, mais en même temps on sort de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée jusque-là pour entrer dans une histoire mythe dans laquelle, plus ou moins confusément, ce nouveau monde américain est
est assimilé à l'ancienne Israël. Il y a la rupture avec la Grande-Bretagne, bien sûr. On en connaît les étapes qui aboutissent à l'indépendance des 13 colonies, qui ont été déçues qu'à l'issue de la guerre de 7 ans entre l'Angleterre et la France, le Canada n'ait pas été en quelque sorte rattaché à cet ensemble colonial nord-américain. Et dès cette époque, eh bien, les Américains contestent l'autorité britannique. Joseph Warren, par exemple, dénie au roi d'Angleterre, George III, d'avoir quelque droit que ce soit sur le sol américain, qui doit appartenir aux colons. Benjamin Franklin explique que la Grande-Bretagne n'a pas plus de droit à revendiquer le paiement de taxes auprès des Américains que les Saxons du Haut Moyen-Âge n'en avaient vis-à-vis des royaumes anglais de la même période. Thomas Paine, qui sera conventionnel à l'époque de la Révolution française, voit lui dans la Grande-Bretagne un monstre politique, et dans son discours aux Indiens Osages, Jefferson expliquera que les Américains se sentent beaucoup plus proches d'eux que des Européens. L'Atlantique, dans cette perspective, constitue la limite entre la liberté et la tyrannie. Et l'isolement du continent, du Nouveau Monde, eh bien, il introduit une véritable rupture. Cet océan, il protège des vices et des folies qui sont inhérents à la vieille Europe. Thomas Paine, conventionnel français par la suite, il voit la confirmation que la Providence n'a jamais prévu la soumission de l'Amérique à l'Europe. Et il juge absurde que la petite île anglaise prétende gouverner un véritable continent. Alors, ce rejet de l'Europe, il s'appuie aussi sur le développement dans les nouveaux États-Unis de la légende noire espagnole, qui s'est déjà développée notamment dans les pays protestants d'Europe, en Angleterre et aux Pays-Bas. Légende noire espagnole qui fait des conquistadors espagnols de l'Amérique centrale et méridionale, bien sûr, les auteurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui des crimes contre l'humanité, génocide et autres accusations. Et dans cette perspective, eh bien, la nouvelle Amérique que représentent les États-Unis, elle se considère comme exempte de la corruption qui était inhérente au vieux monde. C'est évidemment oublier un peu vite le sort réservé aux Amérindiens dans la nouvelle Amérique du Nord. En tout cas, outre la discontinuité spatiale qui sépare désormais l'Amérique de l'Europe, et il y a une rupture, c'est vrai, surtout si l'on connaît les conditions des voyages de l'époque au temps de la marine à voile, les délais que cela peut prendre, les possibilités de liaison avec l'Europe et de transport de passagers. Eh bien, au-delà de la discontinuité spatiale qui est tout à fait évidente, il y a aussi une discontinuité temporelle, une rupture avec l'histoire telle qu'elle a existé jusque-là. Et ce n'est pas un hasard si au XIXe siècle, bon nombre d'utopistes européens, socialistes utopiques notamment, rêveront de s'installer aux États-Unis en voyant dans ce pays le lieu d'une rupture radicale avec l'ancien monde. C'est l'époque où les fourriéristes rêveront d'installer des phalanstères au Texas ou dans le Middle West. Mais déjà, dès le XVIIe siècle, eh bien, le rêve d'un monde nouveau s'impose à travers les discours des premiers puritains qui viennent s'installer dans ce que seront les États-Unis. Winthrop, le premier gouverneur du Massachusetts, qui emploie la fameuse formule de la cité sur la colline pour présenter le pays en quelque sorte imaginaire qui demain va devenir réalité, un pays qui sera le temple
de toutes les vertus, en même temps que de la prospérité. Ce paradis perdu jusque-là vide, eh bien, les nouveaux venus vont en faire justement un lieu modèle, le lieu d'un recommencement absolu, dans le cadre d'un oubli de l'histoire injuste et malheureuse que le monde a connue jusque-là. Et John Crèvecoeur, dans ses lettres d'un fermier américain au XVIIIe siècle, affirme que c'est dans cette Amérique que l'on va retrouver l'ancienne dignité du genre humain. Thomas Paine lui fait écho. Dans ses textes, on voit revenir régulièrement les termes de début, d'homme nouveau, de résurrection notamment. Il s'agit là de recommencer le monde selon des principes, selon des paradigmes tout à fait nouveaux. En fait, l'Amérique telle que la veulent ces auteurs, c'est une nation anhistorique née de la seule volonté de ses fondateurs. Et les pères pèlerins et les émigrés venus avec le Mayflower en 1620 ont contribué bien sûr à la construction de cette représentation. Là encore, l'idée des Hébreux fuyant l'esclavage en Égypte, traversant l'Atlantique comme ceux-ci ont traversé la mer Rouge pour arriver à la fondation d'une nouvelle Jérusalem, dans un nouveau pays de Canaan, où les Amérindiens sont assimilés aux Philistins de la Bible. Tout cela fait partie de l'imaginaire de la fin du XVIIIe siècle, aussi bien chez le poète Philippe Freneau que chez l'auteur James Dana, par exemple, au moment de la guerre d'indépendance. On pousse l'analogie même très loin, puisque selon ce James Dana, les Hébreux, en fait, leur système, c'était une république confédérée avec Jéhovah à sa tête. Donc l'assimilation politico-religieuse va évidemment bon train, et certains auteurs assimileront George Washington à Josué, et la Constitution de 1787 à un second décalogue. Tout cela s'inscrit dans une continuité, dans une longue durée, puisque dès 1670, le pasteur William Stockton, à la fin du XVIIe siècle, donc, nous expliquait que Dieu a passé toute une nation au crible pour pouvoir envoyer son meilleur grain dans cette contrée sauvage. Donc, là encore, nous avons affaire à un peuple élu de Dieu et dont les habitants, dont les membres sont investis d'une mission providentielle. Tout ça s'inscrivant dans tout l'imaginaire calviniste, dans tout un imaginaire providentialiste, avec à l'horizon une œuvre missionnaire à accomplir, à savoir mettre en valeur ce paradis perdu que Dieu a réservé à ses élus. À la fin du XVIIIe siècle, on a en fait une synthèse qui s'opère entre cette idéologie calviniste au sens large et l'esprit des Lumières venu d'Europe. Washington, qui est un homme du XVIIIe, eh bien, est convaincu de l'intervention providentielle dans la naissance des États-Unis. John Adams, son successeur, également. Il voit la main divine dans la victoire des partisans de l'indépendance. Il s'agit de donner tous ces territoires immenses et vierges au règne de la loi de Dieu. Alors tout cela, évidemment, pose la question de la relation avec les indigènes, les autochtones, les Amérindiens. Alors on affirme à l'époque le caractère inférieur de ces populations, dont la nature déchue est le résultat du paganisme impénitent. En 1782, Hugh Henry Breckinridge conseille même l'extermination de ces gêneurs. En même temps, il faut nuancer parce que, comme en Europe, l'idéologie du bon sauvage existe aux États-Unis au XVIIIe siècle. On le voit dans les observations sur la Virginie de Jefferson, par exemple. Mais ce qui fait la force principale de cette nouvelle société, c'est son régime politique qui lui assure une supériorité
l'égalité parmi les nations de la Terre, selon le pasteur Hall. Là, on voit là l'esprit des Lumières, l'idée de la construction d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre social, se confondre avec le message providentiel que nous avons évoqué plus haut. Alors, une différence, là on le voit, très nette avec la Révolution française qui va se retourner finalement contre la religion, à savoir l'Église catholique, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y a pas contradiction entre la vocation providentielle issue du calvinisme et du puritanisme, et puis la volonté de construire un monde nouveau fondé sur la raison, fondé sur l'esprit des Lumières. En plus, ce monde nouveau, eh bien, il faudra en exporter le modèle pour civiliser les peuples barbares, et puis en même temps pour en finir avec les peuples séniles, c'est-à-dire ceux de la vieille Europe investie de tous les maux. Alors tout cela, tous ces éléments que j'ai évoqués, eh ben, leur résultante, ça va constituer les éléments de la genèse progressive de ce thème de la destinée manifeste qui ne trouvera sa pleine expression, on l'a dit, qu'un peu avant le milieu du XIXe siècle. Il faudra un certain nombre d'étapes. L'expansion américaine va se développer après 1800 et la présidence de Jefferson. 1803, c'est l'achat de la Louisiane, immense territoire à la France de Napoléon. 1804-1806, c'est le voyage d'exploration de Lewis et Clark, deux officiers qui, remontant le Missouri, franchissant les Rocheuses, vont arriver au Pacifique. Donc, c'est seulement en 1806, 30 ans après la proclamation d'indépendance, que le continent nord-américain est traversé pour la première fois. 1819, c'est l'achat de la Floride à l'Espagne. Ensuite, des révoltes qui interviennent dans l'Amérique espagnole sont soutenues par les États-Unis. C'est l'époque de la fameuse déclaration Monroe de 1823, l'Amérique aux Américains. Puis ensuite, on voit les Américains s'affronter aux voisins mexicains. C'est le fameux épisode de la résistance du Fort Alamo en 1836. Cela prépare en 1846-48 la guerre entre l'Amérique et le Mexique, conclue par le traité de Guadeloupe, qui va donner aux États-Unis 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires, tout le sud-ouest des États-Unis actuels, du Texas jusqu'à la Californie. Californie où l'on va découvrir juste après l'or, ce qui est perçu comme une sorte de signe du destin quant à la légitimité des entreprises américaines. 1860, ce sont les futurs États de l'Oregon et de Washington qui sont achetés à l'Angleterre. On a là déjà rassemblé les 48 États traditionnels auxquels viendront s'ajouter plus tard l'Alaska et les îles Hawaï. Dans le même temps, l'essor des transports et de la colonisation de l'Ouest accroissent la puissance de l'État nord-américain, menacé un temps par la guerre de sécession qui se termine en 1865. 2 ans plus tard, c'est l'achat de l'Alaska aux Russes. 1890, l'Amérique, les États-Unis plus précisément, deviennent la première puissance économique du monde. Alors, cette évolution très rapide qui est liée à l'importance de l'immigration européenne, qui est liée à l'abondance des ressources diverses dont bénéficient les États-Unis, eh bien, elle va donner bien sûr un appétit grandissant aux responsables états-uniens. En 1865, le ministre des Affaires étrangères Seward, nous sommes à la fin de la guerre de sécession, envisage la création d'un empire américain comprenant le Canada, le Groenland, l'Islande, les Caraïbes, Cuba, l'Amérique centrale et les archipels du Pacifique. Ça fait évidemment beaucoup, et on le voit, l'appétit des dirigeants américains est tout à fait considérable. Et ce n'est pas seulement le fait des politiques. Le célèbre poète Walt Whitman, qui a chanté les beautés des immensités de l'Ouest, réclame la formation d'un ensemble qui rassemblerait toute l'Amérique
du Nord. Dans les années 1880, la tonalité change quelque peu. On voit le pasteur Josiah Strong, dans un ouvrage intitulé Our Country, notre pays, affirmer la supériorité de la race anglo-saxonne qui justifie en quelque sorte les revendications qui sont les siennes. Tout cela va se confirmer avec la guerre hispano-américaine de 1898, guerre à l'occasion de laquelle le Washington Post peut avoir un de ces journalistes qui peut se permettre d'écrire: nous avons pris d'un seul coup conscience de notre force et brûlons d'en faire usage. La passion impérialiste s'est emparée de nous et elle est aussi irrésistible que le goût du sang d'un grand fauve. Voilà une vision des choses, on le voit, tout à fait radicale. Et la grande presse américaine se fait l'écho de ce genre de revendications. C'est particulièrement vrai de la presse du millionnaire William Hearst, qui en 1898, lors de la guerre hispano-américaine, relaie la fake news de l'époque concernant l'explosion du cuirassé américain Maine, du croiseur américain Maine, dans le port de la Havane, ce qui va être le casus belli de la guerre entre l'Espagne et les États-Unis. Durant cette période, désormais des années 1890, le thème de la race anglaise ou anglo-saxonne devient de plus en plus prégnant. C'est ce que explique l'historien John Fiske dans un livre intitulé Destinée manifeste. Nous sommes à l'époque dans le contexte idéologique, intellectuel du darwinisme social qui triomphe et qui veut que les nations sont engagées dans une compétition de nature biologique assimilable à ce qu'est la vie des espèces, la vie de la nature, et l'Amérique entend évidemment dans ce contexte se retrouver en position dominante à un moment où, notamment sur la base des théories de l'amiral Mahan, elle prétend désormais jouer un rôle mondial, notamment sur le plan maritime, sur le plan naval, qui va faire d'elle l'un des acteurs majeurs du concert international. C'est l'époque du développement de l'impérialisme qui se présente comme vertueux, comme c'est le cas à Cuba. On intervient pour faire cesser la colonisation, la domination espagnole, jugée cruelle ou criminelle. C'est pareil aux Philippines, où il y a pourtant un mouvement indépendantiste représenté par Aguinaldo, mais dont on ne tient aucun compte, pour que les ambitions américaines puissent se réaliser. Il y a dans tout cela une réponse pour Theodore Roosevelt, qui va être l'un des théoriciens de l'impérialisme américain, le président Roosevelt. Eh bien, c'est la Providence qui a voulu que l'Amérique joue le rôle qui est désormais le sien dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Tout cela est justifié par d'autres théoriciens, Albert Beveridge par exemple, qui explique que les peuples de langue anglaise et teutonique, dit-il, sont tout naturellement les maîtres organisateurs du monde, qu'ils sont là pour imposer l'ordre contre le chaos, qu'ils sont là pour dominer les peuples sauvages d'un côté, mais aussi les peuples séniles de l'autre. Tout cela, ça inscrit dans la destinée américaine la maîtrise du commerce mondial. Voilà les justifications qui sont apportées à cette revendication. Theodore Roosevelt explique en 1904, le président Theodore Roosevelt, que l'Amérique doit exercer des pouvoirs de police à l'échelon international. C'est la fameuse théorie du big stick, du gros bâton, qu'il convient de manier dans les Antilles ou au Mexique pour mettre de l'ordre chez des voisins considérés comme trop turbulents. Et le président McKinley, avant lui aussi, fait référence à
la destinée que la Providence aurait assurée à l'Amérique pour justifier cette politique impérialiste. Alors tout cela va s'inscrire ensuite dans une continuité qui se manifeste sous des formes diverses. Le président Wilson, dans sa déclaration des 14 points de janvier 1918, ce sont les buts de guerre de l'Amérique entrée dans le premier conflit mondial l'année précédente, mais c'est aussi un programme de reconstruction, de recomposition complète du monde, avec la fameuse Société des Nations à l'horizon, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec bien sûr la liberté des mers et la liberté du commerce. C'est tout un programme donc planétaire qui est celui de Wilson, qui va échouer parce que aux États-Unis il sera désavoué par le Congrès et c'est l'isolationnisme qui triomphera ensuite au cours des années suivantes, mais qui s'inscrit bien dans cette mission morale et politique à la fois dont se sont investis les Américains. Après lui, à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Delano Roosevelt, surfant sur le rôle majeur qu'a joué l'Amérique au cours du conflit, va être à l'origine de l'ONU, encore un projet du gouvernement mondial qui, à la différence de la SDN, sera largement sous influence américaine. La guerre froide va quelque peu atténuer cette tendance, puisque pendant cette période, c'est le conflit avec le bloc soviétique qui prend le dessus, mais nous aurons ensuite les présidences d'un Jimmy Carter, d'un Bill Clinton, qui, tous deux démocrates, visent à renouer avec l'idée d'une mission propre aux États-Unis pour garantir la paix et la liberté dans le monde. On voit réapparaître cette idée avec le projet de nouvel ordre mondial souhaité par le président Bush père après l'intervention contre l'Irak de 1990 et après la chute de l'Union soviétique. Mais ensuite il y aura Bush fils, où là c'est plutôt un interventionnisme musclé, un interventionnisme fondé sur la force qui vise à pacifier notamment le Moyen-Orient, avec le résultat assez catastrophique que l'on sait. Obama s'inscrira dans cette continuité d'une certaine manière, même s'il prend quelques distances avec l'interventionnisme proprement militaire. En tout cas, il y a une certaine permanence qui demeure de cette idée de la destinée manifeste. Elle est exprimée notamment par Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État de Bill Clinton, qui a joué le rôle que l'on sait dans l'agression contre la Serbie de 1999. Que dit-elle quelques années plus tôt, en 1997 ? Nous, les Américains, avons un avantage sur les autres nations. Nous savons qui nous sommes et ce que nous croyons. Nous sommes des constructeurs. Notre responsabilité n'est pas d'agir comme des prisonniers de l'histoire, mais de faire l'histoire. Nous avons une raison d'être et la foi que si nous lui sommes fidèles, si nous sommes fidèles à nos principes, nous triompherons. Donc voilà tout un programme qui en dit long sur les permanences de la politique étrangère américaine, sur les ambitions géopolitiques de ce nouveau monde surgi donc il y a un peu plus de 2 siècles. En tout cas, une belle leçon pour une Europe qui, elle, apparaît complètement sortie de l'histoire et dépourvue de toute volonté d'y revenir, tout du moins pour l'instant.